Voilà, parfait. Bon, je vais recommencer. Donc, je disais simplement donc que cette convention d'aujourd'hui est organisée par Europe Écologie Les Verts en partenariat avec le groupe vert européen autour donc de cette question de la géopolitique du climat. On a l'intention, enfin on a quand même le projet de prolonger ces conventions par d'autres thématiques qui touchent, je dirais, à la prospective, c'est-à-dire essayer d'avoir non seulement une vision des enjeux actuels, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui à travers les différentes tables rondes, les enjeux actuels, mais aussi en les projetant sur un avenir plus ou moins lointain pour essayer, nous, en tant que politiques, d'essayer de comprendre un peu mieux comment sera le monde de demain. Voilà, Monsieur Boniface, on vous attendait. Pour démarrer, quand même, vous êtes l'hôte de ces lieux. Je suis invité ici. Et là, vous êtes invité, mais on voulait quand même démarrer en votre présence. Donc, cette première table ronde de ce matin traite effectivement du climat dans ses enjeux géopolitiques, en lien effectivement avec les questions d'équilibre des puissances. Le climat, vous le savez, est devenu, depuis en gros la création du GIEC en 1988, un objet de politique internationale. Et le changement climatique s'est progressivement imposé à l'agenda des principales institutions internationales. Nous sommes à peu près, je crois, à l'avant-veille, puisque lundi, le rapport du GIEC doit être rendu public sur les conséquences d'un réchauffement climatique de 1,5 degré. Et puis, on le vit quasi quotidiennement, l'Europe est traversée par la question des réfugiés, de l'accueil des réfugiés, la question de cet accueil en lien avec ou non la question climatique. En tout cas, on voit bien que les équilibres géopolitiques sont extrêmement fragiles aujourd'hui et que dans ces équilibres, la question du dérèglement climatique, ou en tout cas du réchauffement climatique, joue un rôle tout à fait central. Alors, très souvent, quand on parle de dérèglement climatique, on en parle à travers le prisme des variables purement environnementales. On va parler de crise de la biodiversité, de la crise des ressources en eau, de matières premières, etc. Et pas suffisamment, en tout cas, à mon point de vue, d'un point de vue lié aux grands équilibres des puissances au niveau international. Et il semblait donc important aujourd'hui qu'on puisse effectivement traiter de ces questions-là. Face à des sociétés qui sont déjà sous pression sur le plan économique, social, politique, institutionnel, les modifications du climat vont jouer sans doute un rôle d'amplificateur et provoquer, en tout cas c'est la thèse d'un certain nombre d'experts sur ces questions, provoquer des conflits violents ou aggraver des situations conflictuelles déjà présentes. Je ne sais pas si vous avez écouté M. Macron qui est devant la tribune de l'ONU et qui, à un moment, a déclaré, je cite, « Nous vivons une crise profonde de l'ordre libéral international westphalien ». Alors, ce n'est pas la crise de l'ordre libéral qui, ici, m'intéresse dans le propos du président Macron, c'est la crise du modèle westphalien. Alors, je crois qu'on aura l'occasion, dans une des tables rondes, d'évoquer aussi la crise du modèle westphalien, ce qu'il y a derrière les grands principes du modèle westphalien et ce que ça signifie en termes aujourd'hui d'évolution.
mais tout ça montre qu'on est vraiment dans une période où les questions géopolitiques liées au climat commencent progressivement à se cristalliser. Alors face à cette situation, la solidarité internationale s'exercera-t-elle? Comment dans les années à venir? Le changement climatique aura-t-il raison des systèmes sociaux et politiques de l'Occident? Quels sont les potentiels de déstabilisation du changement climatique? Comment le droit international doit-il évoluer pour s'adapter à ces nouveaux enjeux? Quelle cartographie mondiale peut-on dessiner des migrations internationales? Et enfin, quels sont les conflits actuels qui ont pour motif ou pour catalyseur le dérèglement climatique? Donc c'est toutes ces questions qu'on va essayer d'aborder, peut-être pas toutes, mais en tout cas, ça fait partie des objectifs de cette journée de réflexion. Et pour commencer donc cette première table ronde, nous avons invité donc à ma droite Pascal Boniface qui interviendra donc en second, que vous connaissez, qui est directeur donc de l'IRIS et qui a énormément travaillé, écrit sur les défis internationaux et qui donc nous abordera la manière dont la diplomatie française, c'est un peu ce que je lui avais demandé initialement, comment la diplomatie française intègre à l'intérieur de ses objectifs la question climatique. Et à ma gauche, donc, Jean-Michel Valentin, qui est spécialiste de géopolitique et d'études stratégiques, qui a fait paraître en 2017, moi je vous conseille vraiment cet ouvrage, un important ouvrage sur, c'est le titre, La géopolitique d'une planète déréglée, dans lequel vous déclarez que les changements géophysiques, la crise biologique planétaire et le changement climatique entraînent un nouveau paysage géopolitique et stratégique. Donc c'est un peu la question que je vous poserai, de nous présenter très rapidement les principaux traits de ce nouveau paysage géopolitique et stratégique. Merci, à vous. Bien, merci beaucoup Alain Colombel. Évidemment, merci beaucoup à Pascal Boniface pour l'accueil à l'IRIS et d'ailleurs l'accueil qui avait été fait il y a quelques années à mes travaux parce que j'avais donné quelques cours à l'IRIS et ça avait été un grand plaisir. Alors, le lien entre stratégie et changement climatique. Alors, pour commencer, vous vous rappelez peut-être dans les années 70, souvent, quand quelqu'un s'exprimait en public, on lui demandait « mais d'où parlez-vous » Ce qui était une question assez intéressante en réalité, hein, parce que comment décréter que l'on parle, que l'on vient s'adresser en public en parlant de géopolitique et de stratégie du climat? Hein, c'est pas dans le champ de la recherche française ni européenne particulièrement. C'est pas une discipline particulièrement développée. Voire, il doit y avoir 5 personnes qui travaillent dessus, quoi, si on regarde de près. Vraiment. Hein. Il n'y a pas 10 personnes qui travaillent sur ce sujet en tant que chercheur. Et en fait, à la fin des années 90, moi-même, je faisais mon doctorat en études stratégiques à l'École des hautes études en sciences sociales avec Alain Jox. Et je travaillais sur un sujet qui n'avait strictement rien à voir, du moins le croyais-je. C'était sur la façon dont la sécurité nationale américaine définissait ses menaces. Comment est-ce qu'un jour, ça va être l'Union soviétique, un jour, ça va être les pirates informatiques, un jour, ça va être les terroristes. On a l'impression que c'est évident. Puis quand on va faire une espèce de sociologie de la stratégie à Washington, on réalise que les choses sont infiniment plus complexes. Les hasards de la vie ont fait que j'ai dû vivre à peu près 2 ans à Washington, et là, j'ai failli épouser la haute fonctionnaire qui était en charge du monitoring du changement climatique pour l'Agence nationale de l'océan et de l'atmosphère. J'ai eu un crash course sur ces questions pendant 2 ans.
juste avant le 11 septembre 2001. Bon, les choses, certaines choses ont réussi, d'autres n'ont pas réussi, et donc j'étais de retour en France. Et en 2003, en octobre 2003, alors que l'armée américaine occupait l'Irak depuis 6 mois, que la Maison-Blanche de George Bush Jr. et de Dick Cheney avait une posture très clairement climato-sceptique, que le vice-président Dick Cheney était un peu le représentant officieux du secteur énergétique, en particulier pétrolier à la Maison-Blanche, le Pentagone fait fuiter un rapport intitulé « Implication d'un changement climatique abrupt pour la sécurité nationale américaine ». C'était un objet extrêmement étrange. Alors quand je dis que le Pentagone a fait fuiter un rapport, il ne faut pas y voir des trucs bizarres, sombres. Le fuitage de documents aux États-Unis fait partie des modes de communication officiels les plus banaux qui soient. Il n'y a rien de plus banal aux États-Unis qu'un ministère qui fait fuiter un rapport confidentiel. C'est une industrie, d'accord ? Ça fait partie du fonctionnement politique. Il ne faut vraiment pas y voir des manœuvres particulièrement secrètes ou discrètes. Ce rapport, néanmoins, il apparaissait dans un contexte vraiment étonnant, puisque le Pentagone, c'était le Pentagone de Donald Rumsfeld, c'était la grande époque des néoconservateurs, et tout d'un coup, les militaires américains déclaraient que le changement climatique était une menace pour la sécurité nationale américaine. Ça a donc attiré mon attention, et dans les années qui ont suivi, bien, là je parle de 2003, vous vous rappelez de 2005, Katrina qui fait sauter les digues qui protègent la Nouvelle-Orléans qui se retrouve littéralement transformée en archipel inatteignable par les forces fédérales américaines, avec une situation qui se dégrade rapidement à la Nouvelle-Orléans, avec l'armée américaine, la garde nationale américaine, l'agence fédérale de management des urgences, qui est incapable d'entrer dans la ville parce que les voies d'accès sont complètement encombrées. La Maison-Blanche a alors pris l'initiative d'embaucher une entreprise on appelle ça pudiquement de sécurité privée, c'est-à-dire de mercenaires, Blackwater, grosse boîte qui s'était fait connaître en Irak pour des accidents assez lourds, impliquant des morts de civils, et c'est Blackwater, donc une société de sécurité privée, qui a littéralement rouvert la Nouvelle-Orléans qui était en train de se noyer en elle-même. Ça fait un choc énorme au Pentagone. Parce que d'un seul coup, les militaires américains se sont dit, mais on a perdu la face. Nous n'avons pas été capables de secourir nos propres concitoyens sur notre propre territoire, et c'est des mercenaires qui sont passés devant nous. Ça a déclenché une réflexion extrêmement profonde sur toutes ces questions dans tout l'univers de la sécurité nationale américaine. Ce qui fait que la communauté militaire, la communauté du renseignement et la communauté de la sécurité intérieure se sont mises à travailler en flux tendu sur la question du changement climatique. Ce qui fait qu'en 2017, au moment de la prise de pouvoir du président Donald Trump, il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif américain
s'est inscrit d'emblée dans un discours très clairement climato-sceptique, sans aucune espèce d'ambiguïté. Mais début mars 2017, lors de son audition au Sénat pour être validé comme secrétaire à la Défense, le général James Mattis a répondu à des questions qui lui étaient posées par les sénateurs américains sur le changement climatique, en lui demandant, vous, général, quelle est votre posture sur le changement climatique? Le général James Mattis, ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est l'ancien chef d'état-major du corps des Marines. C'était lui qui commandait les Marines lors de l'assaut sur l'Irak en 2003, justement. C'est quelqu'un qui connaît la guerre, qui... Ne le prenez pas mal, hein, mais ce n'est pas quelqu'un qui vient des ONG environnementales. Soyons très clairs là-dessus. Réponse du général Mattis, oui, bien sûr. Le changement climatique, nous le connaissons bien. C'est une vraie menace et l'armée américaine s'y prépare. Vous pouvez aller voir les comptes rendus des auditions sur le site du Congrès. Hein, c'est très simple. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons l'institution de défense américaine qui est dans une réflexion et une préparation profonde autour du changement climatique, avec un pouvoir exécutif civil qui est dans une posture climato-sceptique. Institutionnellement et politiquement, ça peut attirer l'attention. Maintenant, ce que je vous propose très rapidement, c'est de voir non seulement comment aujourd'hui un certain nombre de grands acteurs stratégiques, comme l'armée américaine, mais pas que, ont pris se sont adaptés, s'adaptent au changement climatique, mais aussi de voir un peu comment l'histoire stratégique de ces 150 dernières années joue un rôle absolument majeur dans l'histoire du changement climatique en tant que phénomène géophysique. Pour ça, je vais aller très vite, hein. Pour ça, je vais utiliser un théoricien russe soviétique des années 20 de la guerre, Igor Svietchine. Svietchine, donc il avait survécu à la Première Guerre mondiale, il n'a pas survécu à Staline, il faut bien le dire, comme quoi il y a des choses qui peuvent être pires que d'autres. Svietchine avait théorisé que au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, une chose apparaissait claire, c'est que désormais, les guerres ne se faisaient plus simplement entre des armées, mais entre des systèmes industriels. Et que pour comprendre la guerre au XXe siècle, il faut comprendre la guerre comme une montée aux extrêmes entre des systèmes industriels. C'est pour ça que... Alors, est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Là, je vous propose deux illustrations rapides. Là, on voit bien, on est dans une charge de soldats allemands en 1915, dans un brouillard chimique. D'accord? Ce brouillard chimique qui est le résultat de la mobilisation de l'industrie chimique allemande à des fins militaires. Mais c'est juste un exemple pour que nous ayons bien tous à l'esprit le fait que dès le début du XXe siècle, la préparation de la guerre, c'est pas seulement une préparation militaire au sens hérité depuis le XVIe siècle, c'est-à-dire des grosses armées ensuite semi-autonomes, c'est vraiment une mobilisation du système industriel. Cette mobilisation du système industriel, elle parvient à son pic pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, et ce bombardier
ce bombardier qui passe au-dessus d'une zone industrielle allemande, il faut bien avoir à l'esprit qu'il n'est pas tout seul. C'est un exemplaire de milliers et de milliers de bombardiers fabriqués à la chaîne, pendant que les autres systèmes industriels impliqués dans la guerre, c'est-à-dire systèmes industriels allemands, soviétiques, britanniques et autres, sont tous montés aux extrêmes pour répondre aux exigences de la guerre. Mais cette montée aux extrêmes des systèmes industriels, c'est aussi une montée aux extrêmes des capacités industrielles. Et donc, c'est aussi la période où la période 1914-1945, c'est vraiment la période aussi où il y a une hybridation profonde entre les questions industrielles, les questions militaires, et donc, en retour, où les systèmes industriels deviennent des systèmes internationaux qui ont besoin de bassins de ressources internationaux et dont les rejets liquides, solides et gazeux prennent une ampleur planétaire qui va rester planétaire. Et cette montée aux extrêmes, elle aboutit en 1945, 6 et 9 août 1945, par non seulement la militarisation des systèmes industriels, mais aussi par la militarisation littéralement de l'atome. Et c'est là qu'un certain nombre de chercheurs en géologie disent, mais attention, à partir de 1945, on bascule dans une nouvelle ère géologique. Parce que les essais nucléaires, les près de 700 essais nucléaires recensés depuis 1945, ont fait émerger une nouvelle couche géologique d'origine strictement humaine et artificielle, qui est repérable par les géologues et qui est en fait la couche de micro-poussière qui recouvre les terres émergées du fait des essais nucléaires. C'est ce qui est quand même extraordinairement troublant. Mais en réalité, il ne faut pas s'arrêter au nucléaire. Il faut bien réaliser que les systèmes industriels sont devenus tellement puissants que ce sont des moteurs de transformation de la géophysique planétaire. Et cette transformation de la géophysique planétaire, elle est qualifiée par tout un débat au sein de la communauté des géophysiciens comme l'entrée dans une ère nouvelle, donc l'ère de l'Anthropocène, qui succède à celle de l'Éocène. L'Anthropocène, donc, c'est un âge géologique très particulier, souvent très mal compris, extrêmement mal compris. Anthropocène de anthropos humain. Ça ne veut absolument pas dire, mais pas du tout, que l'humanité est devenue maîtresse de la planète. C'est tout le contraire. Ça veut dire que l'humanité parvient littéralement à s'hybrider avec les grands paramètres du système Terre, et cette hybridation induit une modification des conditions environnementales dont nous dépendons. D'accord ? Dont nous dépendons. En d'autres termes, nous transformons le milieu dont nous avons besoin et auquel nous sommes adaptés, et nous le transformons en un milieu autre, auquel nous ne sommes pas forcément adaptés. Donc, la stratégie, c'est aussi l'art de l'adaptation. Des gens qui ont su s'adapter, ce sont les pirates somaliens. Là, nous avons la photo d'un pirate somalien sur la côte somalienne qui observe un tanker en train de passer. Les pirates somaliens, c'est une étude de cas tout à fait étonnante. La Somalie est un pays qui s'effondre dans la guerre civile durant les années 80, disparition de l'État somalien,
Disparition de l'État somalien, ça veut dire en termes très pratico-pratiques qu'il n'y a plus d'exercice de l'action de l'État somalien en mer et que donc la zone économique exclusive maritime somalienne devient littéralement une zone ouverte. Au début des années 2000, les grandes flottes de chalutiers industriels d'un peu partout se sont mis à piller les eaux somaliennes, surpêche à fond, et les pêcheurs somaliens, donc des petites communautés littorales, qui donc derrière eux ont la guerre civile et la sécheresse, et devant eux une mer en train d'être pillée. Mais une mer en train d'être pillée, pour eux, ça avait des conséquences très précises. Ils ne pouvaient plus pêcher. Vous avez tous en tête les images de pirates somaliens dans leurs pauvres petites barcasses avec leurs kalachnikovs, etc. A priori, ça ne devrait pas être très impressionnant. Sinon que ces gens se sont trouvés face au choix stratégique par excellence, c'est-à-dire vivre ou mourir. Les pêcheurs somaliens se sont dit, on va vivre. Les entrepreneurs pirates ont recruté. Les pêcheurs ont pris les kalachnikovs, ça c'est pas difficile en Somalie, et se sont mis à prendre d'assaut tout ce qui passait. Tankers, cargos, bateaux de tourisme, et à prendre des otages. Ce qui leur a permis de générer un chiffre d'affaires de 250 millions de dollars jusqu'à 750 millions de dollars par an, mais surtout à devenir un point d'embolisation au débouché de la mer Rouge. Ce qui a amené donc les compagnies d'assurance comme la Lloyd's, compagnie d'assurance maritime, à faire exploser leurs tarifs assurantiels. Ce qui n'est pas bon à l'époque de la globalisation, puisque la globalisation, c'est avant tout la maritimisation du commerce international. 80% des biens transportés sont transportés par mer, il faut l'avoir à l'esprit. Donc en fait, 2000 à 3000 pauvres pirates somaliens sont devenus un enjeu global. Une flotte militaire internationale, la Task Force 101, a été constituée avec des navires militaires européens, japonais, chinois, russes, coréens, américains, pour les faire reculer. Ça a pris quand même pas loin de 10 ans. Et aujourd'hui, les pirates somaliens, avec les centaines de millions de dollars qu'ils ont générés pendant plusieurs années, envoient leurs jeunes les plus prometteurs faire des études d'informatique, et ils sont en train de se recycler dans la cyberpiraterie. Ce qui nous montre une chose très troublante. C'est que l'usage de la force armée peut être un excellent moyen d'adaptation à la combinaison des effets d'une guerre civile et de sécheresse en chaîne. Il faut quand même le garder à l'esprit. Plus largement, là, on a parlé juste d'un tout petit phénomène petit phénomène socio-stratégique qui a eu des effets globaux. Mais aujourd'hui, le changement climatique, c'est un phénomène planétaire. D'accord ? Ce phénomène planétaire, il a des effets planétaires. Des gens qui l'ont très très bien compris, ce sont les responsables politiques, économiques et militaires à Moscou, où dès 2008, qu'est-ce que je raconte ? Dès 2006, la question du réchauffement de la zone arctique
et du désenglacement de plus en plus important de la zone arctique, notamment pendant la période estivale, ne pouvait qu'avoir des conséquences majeures pour la Russie, puisque, comme vous le voyez, la zone économique exclusive russe est absolument gigantesque du fait de la côte sibérienne. Et depuis depuis la période 2013-2014, les autorités russes rouvrent, ou plutôt ouvrent, une voie maritime qui va du détroit de Bering ici, jusqu'à la Norvège. Cette route, le passage du Nord-Est, est appelée la route maritime du Nord. Et donc, il y a de nombreux ports qui sont réhabilités. Les îles sont réoccupées par l'armée russe. Toute une nouvelle flotte de brise-glace nucléaires est en train d'être mise à la mer depuis 3 ans. Et l'ouverture de cette route du Nord, elle intéresse beaucoup les Chinois. Et les armateurs chinois font passer un nombre de plus en plus important de convois chaque année, ce qui fait que la Chine a pu donc entrer dans l'Atlantique Nord en passant par la route du Nord. Ce qui fait qu'en même temps, le gouvernement chinois, l'État chinois, est en train de passer des accords bilatéraux avec tous les pays d'Europe du Nord, Islande et Groenland compris. La Chine est en train de devenir une puissance atlantique en utilisant comme support à ce développement de sa puissance les effets combinés de la géophysique de l'Arctique et de la géopolitique russe. Ça peut quand même nous interpeller. Alors en même temps, il y a évidemment des effets en retour, puisque le changement climatique, il a des effets globaux directs et indirects, et notamment depuis quelques années, la multiplication de vagues de chaleur en Sibérie, ce qui en soi devrait être un oxymore. Et 2016, vague de chaleur en Sibérie, dégel de carcasses de rennes, retour de l'anthrax. Et là, donc, on a des équipes du ministère de la Santé russe qui sont en train de faire des prélèvements pour vérifier s'il n'y a pas de l'anthrax. Soit dit en passant, de nombreux spécialistes de santé s'inquiètent énormément de savoir ce que le réchauffement de l'Arctique va libérer comme polluants et comme bactéries. D'autres gens qui ont très bien compris les enjeux aujourd'hui du changement climatique et de la course pour les ressources, ce sont nos amis chinois qui ont donc lancé la nouvelle route de la soie, qui est une stratégie tout à fait particulière, qui est très mal comprise en Europe de l'Ouest. D'accord ? Les Chinois, donc, développent d'immenses artères de communication, donc ferroviaires, aériennes, maritimes, qui connectent la Chine du côté européen jusqu'à la Grande-Bretagne. Le premier train Londres-Chine du Nord est arrivé en Chine du Nord le 14 mai 2017. D'accord ? Il était chargé à bloc de whisky. Cette nouvelle route de la soie, donc, qui est composée en fait de plusieurs segments, relie aussi la Chine à l'Afrique. Les compagnies chinoises rachètent systématiquement les ports africains. Une base navale chinoise a été construite à Djibouti, à côté des bases américaines et françaises, il y a 2 ans. D'accord ? Et en fait, la Chine
développe cette nouvelle route de la soie dans un but très précis qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les Chinois ont bien compris qu'ils sont 1,4 milliard, dont 250 millions de Chinois qui ont atteint le niveau de vie des classes moyennes européennes, ce qui veut dire qu'il y a quand même 1,1 milliard qui sont pas encore non plus, et que la Chine, pour son développement, a besoin de ressources, tout type de ressources. Et la nouvelle route de la soie, c'est un canal. C'est un canal de ressources, matières premières, énergie, finances. D'accord ? C'est un canal qui s'écoule vers la Chine. Il y a beaucoup de commentateurs qui interprètent la nouvelle route de la soie comme une espèce de, comment dire ça, de forme d'impérialisme, hein, de grande tentacule, machin. Bon. Mais beaucoup ne voient pas que cette nouvelle route, elle vise pas à développer un hégémone mondial. Elle vise à sécuriser les ressources. C'est pas la même philosophie. D'une certaine façon, c'est quelque chose à réfléchir. Donc, je terminerai aussi sur les effets du changement climatique aussi en termes conflictuels. D'accord ? Là, vous avez sur cette carte les effets du stress hydrique au Moyen-Orient et en particulier en Syrie, effets du stress hydrique, qui sont le résultat d'une combinaison. C'est la combinaison des effets de la surconsommation d'eau et des effets du changement climatique. J'insiste beaucoup là-dessus. Hein. Le changement climatique en soi, ça n'existe pas, si j'ose dire. Ce qui est important, c'est la combinaison des effets du changement climatique avec le fonctionnement des sociétés contemporaines. C'est ça qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Hein. Et ce que l'on voit très bien, c'est que la Syrie est affectée par un immense stress hydrique qui, en fait, a commencé dès la fin des années 90, quand le régime de Bachar el-Assad a incité, avec la rudesse qui lui est propre, les agriculteurs syriens à passer à la production de coton pour exporter sur les marchés internationaux. Le coton, évidemment, ça consomme énormément d'eau. Ce qui fait qu'entre 1999 et 2005, le nombre de puits en Syrie a doublé, la consommation d'eau a explosé, et en 2006 a commencé une sécheresse historique de plus de 5 ans, au moment où il n'y avait littéralement plus d'eau dans les campagnes syriennes. Ça a entraîné un effondrement extrêmement rapide et brutal des structures rurales et agricoles syriennes, un énorme exode rural dans les villes syriennes qui étaient déjà saturées par l'accueil de réfugiés irakiens. Et en 2011, quand les printemps arabes ont commencé, en fait, la Syrie était dans un état de bouillonnement social extrêmement intense dû à la destruction, mais en 4 à 5 ans, de son tissu rural. Ce qui a permis de créer des gisements pour toutes les oppositions au régime de Bachar. Donc attention, hein, le changement climatique ne déclenche pas la guerre en Syrie. Le changement climatique aggrave et amplifie toutes les tensions sociales sous-jacentes. On pourrait continuer longtemps, mais en faisant ce bref tour, on va dire, géopolitique et historique du lien entre les sociétés contemporaines et le changement climatique, on voit bien qu'aujourd'hui, nous arrivons à un moment où les sociétés contemporaines vont devoir lutter pour s'adapter aux conditions environnementales qu'elles modifient, ce qui est une situation paradoxale qui ne va pas manquer d'intérêt. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur Valentin. Donc là, vous avez effectivement
une présentation un peu générale hein, des phénomènes qui sont en train de bousculer l'équilibre géoplanétaire, la Chine, la Russie, les États-Unis, etc. Comment, finalement, vous l'avez dit dans votre introduction, l'armée américaine a pris conscience depuis bien longtemps maintenant de ces enjeux qui sont liés donc au dérèglement climatique. Comment la France, elle, aujourd'hui, s'adapte ou ne s'adapte pas à ces enjeux en termes militaires et diplomatiques. Monsieur Boniface, je vous laisse la parole. Oui. Merci, merci de l'invitation. Moi, contrairement à Jean-Michel Valentin, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Je suis plus un généraliste de la géopolitique. Et je pensais que c'était à ce titre-là que je devais m'exprimer, non pas pour parler spécifiquement de la France. Bon, il y a peut-être une petite incompréhension dans les messages qui sont passés. Mais juste pour répondre, pour rebondir sur ce qu'a dit, juste sur un point du dossier très fouillé que Jean-Michel Valentin a présenté, ce qu'il a dit sur les pirates somaliens, c'est assez symptomatique de problèmes de perception, parce que quand on parle des pirates somaliens en France ou en Europe, on les voit comme d'affreux salopards qu'il faut abattre toutes séances tenantes, et qui sont enfin des méchants, quoi, comme bon. De leur point de vue, c'est des acteurs rationnels, c'est-à-dire que il y a plus de poissons à pêcher. Et sur Terre, il y a des combats qui sont en grande partie dus par l'intervention ratée des Américains en 91-92 dans la foulée de la guerre du Golfe. Donc en fait, il est pour eux moins dangereux de faire pirate sur mer que de rester sur Terre. Et c'est une meilleure manière de faire vivre ses proches, etc. Donc c'est un choix tout à fait rationnel de faire du piratage. Et en même temps, il faut bien reconnaître que le fait qu'il y ait des pirates en Somalie est quand même le contre-coup, comme vous l'avez indiqué, à la fois du pillage des ressources halieutiques par les puissances extérieures, qui ne prennent pas du tout en compte la survie, et par le chaos sur Terre, qui est le legs d'une intervention militaire mal préparée, destinée à des fins de communication par George Bush, qui voulait montrer que les États-Unis pouvaient aussi intervenir dans un pays où il n'y a pas de pétrole, puisqu'ils venaient de le faire pour le Koweït, et que donc c'était bon, beau et généreux. Et donc on a ce résultat-là. Et donc en fait, je crois que c'est toujours intéressant de travailler sur les perceptions, parce que rien n'est pire, et c'est un défaut que l'on fait souvent dans cette partie du monde, que de s'enfermer dans une conception. Souvent dans les débats, j'entends parler de la communauté internationale, et très souvent les gens qui emploient cette expression parlent en fait de la communauté occidentale, qui n'est pas du tout la même chose, qui n'est qu'une partie du tout. Alors je disais en introduction que je suis plutôt un généraliste des questions énergétiques, des questions géostratégiques, et pas du tout un spécialiste des questions environnementales, et donc je dirais que normalement je n'aurais pas à m'en occuper. Et quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, je ne m'en occupais pas. Les questions de la dégradation du climat n'étaient pas une question qui concernait les gens qui travaillaient sur les questions stratégiques. Et pourtant, en réfléchissant un peu à cette invention, quand je fouille dans mes mémoires de thésard, j'ai fait une thèse sur le droit international du désarmement, eh bien je me rappelle qu'en 1977, une convention dite ENMOD Convention, convention d'interdiction de dégradation du climat à des fins militaires, avait été signée dès 1977, donc c'était la suite de la guerre du Vietnam. Et donc quand même, dès 1977, les deux superpuissances de l'époque, l'Union soviétique et les États-Unis, parce que c'est eux qui étaient les moteurs de ces traités-là, avaient réfléchi par anticipation, quelque part, qu'il ne fallait pas chercher à dégrader le climat pour obtenir un avantage militaire. C'était une époque quand même assez vertueuse, finalement, quels que soient les défauts, où c'était une époque assez vertueuse, malgré les défauts de l'époque, où les grandes puissances étaient capables de faire de l'anticipation, de la prévention en termes de désarmement. On interdit la militarisation de l'espace, par exemple. On interdit le MIRSIAU, donc la convention de 67, qui est remise en cause aujourd'hui. On interdit de mettre des armes nucléaires sur le plateau continental et sur les fonds marins. Ça sera peut-être remis en cause. Et il y avait donc cette convention de ne pas dégrader le climat à des fins militaires, qui avait été vue parce que finalement c'était possible. Les gens avaient vu que c'était certainement possible et qu'il fallait briser dès le départ cette tentation pour ne pas finalement aggraver un mal. Même si à l'époque il n'y avait pas cette prise de conscience du fait que la dégradation climatique était un enjeu stratégique. Aujourd'hui, si on réfléchit un peu aux enjeux stratégiques,
La stratégie, c'est essayer de préserver la paix, de préserver la sécurité collective. Quel est le plus grand danger qui pèse sur l'humanité? Si vous parlez à des gens qui travaillent de façon classique sur les questions stratégiques, ils vont dire à chaque fois prolifération nucléaire, terrorisme. Ça sera très souvent dans les chercheurs formés à l'école américaine, formés à l'école outre-Atlantique, et quand même ce qui donne le ton, le là, ça sera les plus grands dangers. On peut en discuter. La prolifération nucléaire, c'est pas vraiment une prolifération. Il y a eu des États qui ont acquis l'arme nucléaire, mais le terme de prolifération veut dire augmentation incontrôlée d'un phénomène. On est passé de 1, 2, on a 9 États nucléaires en 70 ans. C'est une augmentation, mais on ne peut pas dire de prolifération. Le terrorisme, je sais que c'est un autre débat, mais dire que le terrorisme est une menace existentielle pour l'humanité est simplement un piège idéologique. C'est un défi sécuritaire. Notre société, sauf si on tombe dans tous les pièges que tend le terroriste, n'est pas une menace réelle pour la société. Ce qui menace vraiment nos sociétés, notre avenir et la vie sur Terre, c'est la dégradation climatique. Et ça, c'est un vrai défi stratégique. Et Jean-Michel Valentin a parlé de ce rapport du Pentagone qui, moi aussi, à l'époque, m'avait étonné. Parce que on se disait, attendez, même le Pentagone de George Bush a conscience de cela. C'est alors qu'il nous enfume sur les armes nucléaires en Irak, il y avait quand même quelque chose qui était interpellant par rapport à cela. Mais ça veut bien dire que le défi est quand même énorme. Parce que, je n'y reviendrai pas, beaucoup de conflits, vous avez parlé de la Somalie, du Soudan, de la Syrie, je suis entièrement d'accord avec vous, ce n'est pas la dégradation climatique qui est la cause du conflit, de même que quand on parle des guerres de l'eau, ce n'est pas l'eau qui est la cause du conflit, ce sont des facteurs aggravants, accélérants de conflits. Et donc de nombreux conflits dits périphériques pour nous, mais centraux pour ceux qui sont dedans. Là aussi, il y a un problème de définition des mots, de européocentrisme qui nous conduit à faire des erreurs d'interprétation. Eh bien, la question du climat en général est un facteur qui va accélérer le déclenchement du conflit ou qui va intensifier un conflit déjà existant. Mais aussi au global, tout simplement, c'est la vie sur Terre qui est mise en danger et ce n'est pas la planète qui est en danger. La planète y survivra à l'homme. Mais c'est la nôtre qui est en danger. Et donc, c'est bien notre responsabilité. Quand on dit que la planète est en danger, non, la planète n'est pas vraiment en danger. C'est notre vie sur la planète qui l'est. Et donc, là, il y a vraiment un défi stratégique majeur. Et à ce défi stratégique majeur, bien, il n'y a pas une réponse collective tout à fait majeure. Parce que les réponses ne sont pas à la hauteur du défi. Mais en tous les cas, de plus en plus, quand même, alors il y a eu des précurseurs sur le rapport du Pentagone, cette convention. Maintenant, le fait que les questions climatiques ne sont pas uniquement des questions scientifiques, ne sont pas uniquement des questions d'ordre de politique intérieure, mais sont des questions stratégiques, globales, centrales, urgentes et importantissimes, est quelque chose qui n'est plus vraiment nié. C'est-à-dire que si on devait faire quand même une étude là-dessus, il y a quand même un consensus des ONG, des scientifiques, des responsables politiques, y compris ceux qui ne viennent pas de votre famille politique. C'est-à-dire que vous avez réussi quand même à faire passer le message. Alors, ça peut vous poser d'autres problèmes politiques par rapport à la concurrence, mais en tous les cas, le fait que les questions de climat, que les questions d'environnement sont des questions centrales et stratégiques, votre famille politique a réussi à faire passer le message aux autres familles politiques. Et chaque famille politique aujourd'hui, en France ou ailleurs, enfin, moi je parle du modèle français, je connais moins bien la vie politique des autres pays, se revendique, alors de façon hypocrite ou sincère, de façon réaliste ou irréaliste, mais se revendique quand même d'une préoccupation par rapport à l'environnement. Et il n'y a plus un parti thématique sur ces questions-là avec des partis généralistes, d'une part parce que votre famille politique a élargi sa gamme sur des questions thématiques autres que l'environnement, et que les autres partis politiques, aussi bien de droite que de gauche, ont intégré la question environnementale et climatique dans leur propre programme. Ça, on peut dire que c'est à la fois rassurant et inquiétant. C'est rassurant au sens où la prise de conscience est faite, c'est inquiétant, ça veut dire que la prise de conscience est d'autant plus nécessaire parce que ça ne cesse de se dégrader. Ça ne cesse de se dégrader et que depuis les rapports du GIEC, les mauvaises nouvelles s'entassent plus que jamais.
Donc, moi, il y a 7 ans, j'ai demandé à un jeune chercheur qui, pour des raisons privées, devait venir intervenir cet après-midi et qui n'est pas là. Il cherchait à se spécialiser. J'ai dit, spécialise-toi sur les questions d'environnement. Ça va être un sujet stratégique, spécialise-toi là-dessus. Et maintenant, à l'IRIS, alors que c'est pas notre métier initial, on a une petite équipe de 3 personnes, de 3 chercheurs qui travaillent sur les questions changement climatique, dégradation climatique et questions stratégiques. Et le ministère de la Défense s'y intéresse puisqu'il finance une partie de ces chercheurs. Donc on peut dire que là, au moins, le message est envoyé. Alors on peut regretter ensuite qu'entre la perception du message et l'édition politique qui permettent d'aller contrer cela, ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais en tous les cas, le fait que votre préoccupation aujourd'hui est une préoccupation stratégique ne peut plus être prise à la légère. Et vraiment une préoccupation centrale. Alors, ensuite, comment la diplomatie française, pour revenir plus précisément à votre question, agit? Il y a des motifs de satisfaction et des motifs un peu moins satisfaisants. L'accord de Paris sur le climat a été un succès. Il n'est pas dû qu'à la France. S'il n'y avait que la France qui l'avait mis en œuvre, il n'aurait pas été signé. Mais en tous les cas, on parle tout à l'heure, je disais qu'on confondait souvent communauté internationale et communauté occidentale. En décembre 2015 à Paris, pour la première fois, parce que la communauté internationale, c'est un peu un mot valise, chacun y met ce qu'il veut. Quand on en parle, c'est plutôt pour déplorer ses échecs sur la Syrie, sur le conflit israélo-palestinien, sur le terrorisme, que pour en célébrer les succès. Et souvent, il n'a pas d'existence, parce qu'il n'y a pas de communauté internationale, les gens ne sont pas d'accord. Les gens ne sont pas d'accord sur les sons. La communauté internationale, c'est un peu le monstre du Loch Ness. Tout le monde en a entendu parler, personne ne l'a jamais vu, parce qu'elle est rarement en action. Mais là, en décembre 2015, oui, elle a été en action. Pourquoi? Parce que 195 États qui étaient l'ordre westphalien, dont vous parliez dans votre propos initial, qui forcément entre, je dirais, Haïti, le Sénégal, l'Arabie Saoudite, la Chine, la France, les États-Unis et le Venezuela, ont des politiques énergétiques et des politiques, des niveaux économiques complètement différents. Ces 195 pays se sont mis d'accord pour signer un accord contraignant. Donc chacun en faisant des concessions, parce que nécessairement entre Haïti et l'Arabie Saoudite, il n'y a pas les Maldives pour prendre des États insulaires qui sont également impactés, ou un État enclavé comme le Tchad, etc. Donc c'est très rare que tous les États se mettent d'accord pour aller vers un objectif. Et là, même si on peut avoir, et j'en ai moi-même beaucoup de critiques sur le quinquennat de François Hollande, ça a été une priorité diplomatique. Laurent Fabius, qui était plutôt climato-sceptique lorsqu'il est arrivé au ministère, a compris qu'il y avait là un sujet majeur et sur lequel la France pouvait jouer un rôle. Donc il s'est vraiment dédié et ça a été un succès parce que c'était non seulement les États, mais je dirais que c'était la gamme des acteurs internationaux. Parce que sur la scène internationale, effectivement, l'ordre westphalien est dépassé parce qu'il n'y a pas que les États qui comptent sur la scène internationale. Les ONG, bien sûr, ont un rôle, mais également les firmes multinationales. On aime ou on n'aime pas, mais enfin, on ne peut pas nier qu'elles existent et qu'elles ont un rôle. Les individus, les scientifiques. Et là, il y avait vraiment un consensus de l'ensemble des catégories d'acteurs là-dessus. Donc ça, c'était un succès. Ce que l'on peut ensuite regretter, c'est qu'y compris la France, qui est signataire et, disons, moteur de ce traité, ne respecte pas elle-même tout à fait les engagements souscrits. Donc c'est quand même un problème de se féliciter d'un côté d'un succès énorme, énorme par rapport aux craintes. Peu de gens croyaient qu'on aurait... Parce que pour l'instant, toutes les COP précédentes avaient plutôt échoué. Donc, et elle n'avait pas toujours volonté d'avoir un accord contraignant. Donc c'est un succès énorme, mais ensuite, il y a 2 motifs d'inquiétude. Le fait que le principal pays se retire de l'accord, le pays le plus puissant du monde, en partie, alors pour des raisons de politique intérieure, pour des raisons comme tout ce que fait Trump d'ailleurs, pour des raisons de politique intérieure, d'une part parce que beaucoup de ses électeurs, Trump fait la politique extérieure de ses électeurs, et même pas de l'opinion américaine. Donc ces électeurs pensent soit que le réchauffement ou la dégradation climatique, c'est un complot inventé par les Chinois pour briser l'économie américaine, soit pour les chrétiens évangélistes, comme ils pensent que la Bible doit guider le monde et que tout ce qui est dans la Bible est exact. Il ne faut pas s'inquiéter. En fait, la dégradation climatique, ça n'existe pas dans la Bible, et donc Dieu va s'occuper de tout ça. Ce n'est pas aux humains de s'en mêler. Mais en même temps, on voit bien que la Californie, qui serait le 7e PIB mondial
si elle était un État indépendant, elle applique, et que les recommandations, les contraintes du traité de Paris, et qu'il y a quand même quelque chose. Mais pourquoi ça ne marche pas tout à fait? Pourquoi? Et parce que si, quand on voit l'accord de Paris et les efforts de la diplomatie française, on peut à la fois se réjouir que pour une fois un accord a été signé, et en même temps déplorer qu'il n'ait pas été assez contraignant, qu'il n'ait pas été assez loin dans ce qui doit être fait et pas fait. Et donc c'est là encore le verre à moitié plein ou à moitié vide. Pour la première fois, un accord contraignant a été conclu par tous les États de la planète. Bien. En même temps, cet accord ne suffit pas tout à fait à cela. Et là, ce dont on souffre, c'est que la plupart de nos responsables politiques, chefs d'État, ont une vision à court terme. Ont une vision à court terme et se disent, non pas après moi le déluge, mais quelque part c'est ça, mais que entre les élections d'il y a dans 2 ans pour lequel 0,2% de PIB compte et ce qui se passera en termes de chaleur sur la Terre d'ici 15 ans où ils ne seront plus au pouvoir, eh bien, le choix est vite fait quand même de dire, bon, bah oui, enfin, dans 15 ans, ça ne sera plus moi. Et là, quand même, si je peux annoncer 0,2 points de plus de croissance, ça va vraiment être mis à mon crédit, alors que le reste, le 1 degré de plus, ça sera tout le monde et je ne serai pas le seul responsable. Donc, il y a cette tentation-là. Et donc là, effectivement, on est face à une situation où il y a une continuité dans la dégradation qui pose problème, avec quand même, on voit, c'est là où je pense que le défi et le combat, il est dans les opinions. Et pour pas prendre trop de temps, ouvrir le temps du débat, on voit que on parle toujours de la Chine, pays dictatorial. Ok, la Chine n'est pas une démocratie, c'est pas moi qui viendrai à dire le contraire. Ça juste m'amuse toujours un peu quand je vois ceux qui criaient Vive Mao il y a 40 ans dire que la Chine est une dictature aujourd'hui. Je pense qu'il vaut mieux être chinois aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Mais bon, c'est une autre chose. Mais il y a 700 millions d'internautes en Chine. Il y a de la censure, etc. Il y a un contrôle. Mais si la Chine a fait son grand virage en 2014 et a signé l'accord de Paris et avait conclu entre Xi Jinping et Obama un accord de réduction, c'est pour des questions de politique intérieure. Parce que, bon, à Paris, on fait la circulation alternée quand il y a 70 particules par mètre cube, mais à Pékin, on ouvre les fenêtres s'il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'elle est en moyenne à 300-350. L'appli, nous, on a tous une appli pour savoir comment on s'habille le matin, s'il va pleuvoir ou pas. Sur l'appli à Pékin, c'est quelles seront les émissions. Et donc, et pour la première fois, le nombre de particules a diminué à Pékin. Il y a quand même 1 million de morts par an dû à la mauvaise qualité de l'air en Chine. Vivre à Pékin, c'est 2 paquets de cigarettes c'est comme si vous fumiez 2 paquets de cigarettes par jour. Alors, sauf que vous ne les payez pas, mais quand même, en termes de santé, ça revient à peu près au même. Et donc, les dirigeants chinois se sont dit, 1, la population râle parce que c'est une question de santé publique immédiate. 2, ça devient difficile d'attirer des cadres compétents à Pékin. Et y compris les cadres des organisations internationales, des multinationales, n'amènent pas leur famille. Parce que c'est difficilement vivable, etc. Et donc, c'est bien... La Chine est une dictature, mais comme dans tous les pays, sauf peut-être en Corée du Nord et en Érythrée, et peut-être au Rwanda, il y a les sociétés civiles qui font entendre leur voix. Et je crois que la grande bataille pour le climat aujourd'hui, en termes diplomatiques, c'est une bataille d'opinion. C'est une bataille d'opinion, donc c'est important que vous existiez, c'est important que vous fassiez des colloques de ce type, parce que l'exemple chinois, pour moi, est frappant. Un pays qui passe pour une dictature, avec un gouvernement autoritaire qui n'écoute pas sa population, a changer sa politique climatique du fait de la population. Et donc, je crois que ça donne à réfléchir et ça permet peut-être de se mobiliser par rapport en France où, normalement, nos responsables politiques sont plus à l'écoute, puisque nous sommes une démocratie, des vœux de leur propre population. Bien, merci pour ces 2 interventions. Il nous reste environ 20 minutes, donc on va... essayer d'échanger avec la salle. Je note un paradoxe quand même sur la question du climat, et vous l'avez un peu évoqué l'un et l'autre, c'est le fait que le climat peut apparaître à moyen et long terme comme une contrainte plus que vitale pour l'espèce humaine et le vivant en général, mais que dans le court et moyen terme, il y a un certain nombre de pays, vous les avez évoqués dans votre présentation, la Chine et la Russie, qui en font plutôt
un argument de développement pour leur propre économie. La Chine aujourd'hui, quelque part, a intérêt à ce que ça fonde tout en haut pour que ces bateaux et ces tankers puissent circuler en gagnant environ 10 à 15 jours, si j'ai bien lu votre livre, sur les trajets actuels. Donc il y a une forme d'ambiguïté, de paradoxe, sur laquelle d'ailleurs on a du mal, en tant que politique, à avoir, je dirais, une analyse alternative. Parce que quelque part, on voit bien que dans certains cas, c'est l'intérêt économique de la Chine ou de la Russie que le réchauffement climatique, à la limite, s'accélère. Alors, Monsieur Valentin. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Pascal Boniface, qui rappelle l'importance fondamentale de comprendre les logiques des acteurs. Les Chinois n'ont pas intérêt à ce que le changement climatique s'emballe, pas du tout. Au contraire, ils sont très conscients de leur vulnérabilité, par exemple la vulnérabilité des rizières par rapport au changement climatique, ils en sont mais totalement conscients. Ils ont zéro intérêt. En revanche, ils pensent en stratège. Les conditions géophysiques globales changent. Comment s'y adapter pour en tirer avantage? C'est pas du tout la même chose. Et quand vous évoquiez avec beaucoup de justesse la pollution de l'air due à l'utilisation massive du charbon en Chine, les Chinois, comme vous le disiez très bien, ont compris que ce n'était pas tenable et donc ils ont lancé leur transition énergétique. Leur transition énergétique, ils la font sur le gaz. Du gaz, ils n'en ont pas. Ils en achètent à la Russie. Entre 2014, donc année de l'accord passé avec Obama, et 2017, plus de 700 milliards de dollars de contrats gaziers ont été passés entre la Chine et la Russie. Les Russes sont très conscients qu'une partie de leurs grands champs gaziers sibériens ont dépassé leur pic et sont en train de baisser rapidement, ce qui les amène à mettre en exploitation de nouveaux gisements gaziers en Sibérie du Nord et dans la zone offshore arctique, qui devient accessible du fait du changement climatique. En d'autres termes, les effets du changement climatique deviennent un des supports du renouvellement de la stratégie énergétique russe et de la transition énergétique chinoise. En termes géopolitiques, ça doit nous interroger. Bien. Des questions dans la salle? Merci pour cette intervention. J'ai une question concernant la prospective que vous faites. Elle concerne un climat qui se dérègle effectivement, mais dans une projection apparemment à 2 degrés. C'est-à-dire qu'on est dans une adaptabilité possible. Dans cette étude prospective, est-ce que les États dont vous parlez sont dans une réalité à mon avis, moins utopique, d'un dérèglement qui dépasserait les 2 degrés, puisqu'on sait qu'aujourd'hui la perspective est davantage sur 3, voire 4. Et comment est-ce qu'effectivement des stratégies politiques au niveau des nations peuvent se mettre en place pour anticiper ce dérèglement qui là on maîtrise plutôt. On semble qu'il y a une espèce de logique qui veut que bon, on dérègle, mais c'est maîtrisable. Mais je pense qu'ils sont assez intelligents pour voir comme nous tous que les 2 degrés on les atteindra pas. Et que voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a des stratégies peut-être guerrières, peut-être plus violentes qui se mettent en place pour anticiper ce qui sera vraiment beaucoup plus violent que ce qu'on voit aujourd'hui là dans vos projections. J'y vais. Je suis pas sûr que comment dire. Déjà, je pense que ni Pascal Boniface ni moi ne sommes particulièrement des utopistes. Moi, quand je lis vos bouquins, je n'ai pas l'impression que vous soyez très utopistes. Moi non plus. Il n'est pas du tout question de dire que
comment dire ça? Lisez nos bouquins. Non, mais sérieusement. Il ne s'agit pas de dire... Nous sommes chercheurs, d'accord? On pose des questions. À aucun moment, ni Pascal Boniface ni moi n'avons dit qu'on ne dépasserait pas les 2 degrés, absolument pas. Votre question, elle est intéressante parce qu'en ce moment même, pendant que nous discutons, à New York, le prochain rapport du GIEC est en train d'être discuté ligne à ligne de façon particulièrement féroce parce que le nouveau rapport établit que des phénomènes qui étaient anticipés à 2 degrés sont identifiables à 1,5 degré et que les 1,5 degrés, on risque fort d'y être dès 2030. D'accord ? Ce que les scientifiques nous disent dans leur langage très euphémistique, c'est ça va être l'horreur. C'est ça qu'ils nous disent. Moi, je vous suggère très vivement de lire le rapport du Pentagone que j'évoquais en 2003. Vous le trouverez sur le net sans aucune espèce de difficulté. Il est même sur le site de Greenpeace. Ce qui est assez drôle. Greenpeace citant le Pentagone, personnellement, enfin, bon, bref. Passons. C'est ça. De qui Moi, quand j'ai rédigé... moi, c'est le 4e bouquin que je rédige sur ces questions géopolitiques d'une planète déréglée. Je l'ai rédigé au printemps 2017. Et à cette occasion, j'ai relu ce rapport, qui date de 2003. Et c'est un rapport qui fait de la prospective. Et en 2003, donc, les militaires, les scientifiques militaires américains disaient, voilà, vers 2010, il devrait se passer à peu près ça, vers 2015, il devrait se passer à peu près ça, vers 2020, il devrait se passer à peu près ça, vers 2030, il devrait se passer à peu près ça. Ce qui était très troublant à lire, à relire en 2017, c'était l'étonnante précision de cette prospective. Ça nous dit une chose très simple, c'est de l'excellente prospective. C'était très très bien fait. Ça veut dire aussi que ce rapport de 2003 était en préparation depuis longtemps et que le Pentagone avait mis beaucoup d'argent derrière. Puisque, on est d'accord, pour faire de la bonne recherche, il faut de l'argent. On est d'accord. Ce qui nous dit que, en fait, le département de la défense américain anticipe ces effets stratégiques du changement climatique depuis au moins le milieu des années 90. D'accord ? Et moi, je travaille sur les militaires américains, je suis sur les militaires américains et les militaires russes, chinois et autres. Parce que c'est très intéressant, ce ne sont pas des idéologues. Ce n'est pas tellement des politiques non plus. Les bons militaires sont des militaires qui envisagent la réalité du rapport de force qui est devant eux. D'accord ? Il ne s'agit pas de dire ils sont gentils ou méchants. Non, les militaires américains, les militaires, ce sont des gens, ce sont des professionnels de la coercition, du rapport de force armée. C'est leur boulot. Et pour bien faire ce travail, il faut être extrêmement réaliste, factuel et dans l'anticipation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que des gens qui sont très terre-à-terre anticipent que le changement climatique risque fort d'être un moteur d'emballement des conflits dans le monde dans les années et décennies qui viennent. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tout le travail qui est fait dans ce domaine, c'est un travail qui vise à de la prévention. On ne dit pas qu'il va y avoir des conflits pour se faire plaisir, on dit qu'il va y avoir des conflits pour se donner les outils pour les prévenir. D'accord ? Mais encore faut-il plonger dans cette réflexion qui n'est pas du tout rassurante. Hein. On n'est pas dans la pensée positive. Hein.
Mais personnellement, je ne vois pas comment on peut anticiper les risques et les crises en étant dans la pensée positive. Vous voulez réagir ou non? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste un petit complément pour une bonne nouvelle. Il y a 2 heures, le rapport du GIEC a été adopté par les États, malgré le fait que l'Arabie Saoudite et les États-Unis s'y soient fortement opposés pendant plusieurs heures. Mais du coup, bonne nouvelle quand même, la communauté internationale a tenu bon. Et ils ont adopté ça il y a 2 heures en Corée du Sud. Merci pour cette information. Oui, à Incheon, pas à New York, à Incheon. Oui, c'était, Incheon. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions là dans la salle? Pardonnez-moi, êtes-vous certaine que ce qui est écrit dans le nouveau rapport du GIEC est une bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que le rapport du GIEC nous dit qu'on peut atteindre 1,5 degré si on entame une réduction drastique des émissions dès aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'on transforme en profondeur nos systèmes de production et de consommation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est possible. La moins bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'États vont vouloir reposer sur des concepts plutôt technologiques. Et ça, le rapport propose plusieurs options. Il dit que c'est possible sans technologie, mais aussi avec technologie. Donc chacun viendra y piocher ce qu'il voudra. Mais on peut quand même se dire que théoriquement, c'est possible. Après, on sait tous aujourd'hui la réalité du réchauffement planétaire et à quel point on n'est pas en ligne avec l'accord de Paris. Mais aujourd'hui, on a quand même une science qui a été reconnue par les États, y compris l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Donc on continue quand même tous ensemble. Ce qui, pour le coup, posait question si jamais le rapport n'était pas adopté ce matin. On pouvait vraiment se demander si ce sujet du climat pourrait rester dans le cadre de la communauté internationale, effectivement. Donc on suppose que c'est peut-être l'enjeu majeur pour demain. Ma question, c'était de savoir où en étaient aujourd'hui les élites occidentales, ou en tout cas les décideurs, et indiens, parce que les Russes et les Chinois sont soit opparés par leur système de dictature, très bien, mais d'autres pays qui aujourd'hui ont un impact très important semblent finalement avoir beaucoup plus de mal à l'actualiser dans le réel. Oui, rapidement, sur l'Inde, oui, parce que les Indiens voient encore, enfin, ils sont plus obsédés par leur développement que par la protection du climat. Et donc, c'est quelque chose qui était déjà ancien, puisque Rajiv Gandhi disait à l'époque, on ne pouvait pas demander que les pays riches, ne pouvaient pas demander aux pays pauvres d'arrêter de se développer. Donc, il y a vraiment... alors, il y a l'alliance solaire qui joue, mais... je ne suis pas sûr que l'Inde soit tout à fait vertueuse par rapport à cela. Et sur les dirigeants occidentaux, j'ai répondu. C'est-à-dire que, enfin, là, sur ce point précis, il y a vraiment des différences de perception selon les pays. Et il y a des pays qui sont plus engagés que d'autres pour le combat pour la protection du climat. Et ça va sur une échelle très, très large. Quand on voit que Trump plaide pour une meilleure utilisation du charbon aux États-Unis, on voit quand même que on est loin du compte, mais en même temps, et là c'est un peu une petite pique pour votre famille politique, parce que vous êtes réjoui qu'on arrête les centrales nucléaires, et toi qu'il y a plus de charbon en Allemagne, donc c'est aussi quelque chose qui vous adresse directement, quoi. Et donc les dirigeants occidentaux, ils sont très divisés là-dessus. Il n'y a pas une opinion civilisationnelle, c'est plutôt pays par pays, quoi. Pour rebondir sur ce que Pascal Boniface vient de dire, vous avez posé votre question en disant, bon, alors dans les dictatures chinoises et russes et par rapport à l'Inde qui n'est pas une dictature. Bon. Je ne sais pas ce que diraient des Chinois, mais peut-être que c'est pas là que ça se passe. Peut-être que la différence de mobilisation entre l'Inde, où quand même les Indiens sont conscients de pas mal d'enjeux, et la Chine, c'est que la Chine, c'est un État centralisé, très fort. L'Inde, c'est une fédération. Aux États-Unis, comme Pascal Boniface le disait, la Californie est très engagée dans la lutte contre le changement climatique, à l'opposé des États charbonniers qui sont la clientèle électorale de Trump. Mais les États-Unis sont une fédération, ce n'est pas un État central. Peut-être qu'il serait intéressant de poser les questions
En termes, justement, on parle beaucoup de système westphalien. Le système westphalien, c'est le système des relations entre États. Donc peut-être qu'on pourrait se poser la question de, tiens, quel type d'État parvient à répondre à quel type de questions? C'est d'ailleurs une des thématiques de la deuxième table ronde qui viendra après la nôtre. Il y avait une question, je crois, encore. Oui, ça fonctionne. Bonjour, merci beaucoup pour ces exposés qui apportent un regard un peu stratégique sur parfois des points de vue partisans. D'abord, une première question. Est-ce que dans vos travaux, sur un point de vue historique, vous êtes tombé sur d'autres enjeux qui liaient à la fois un problème de globalité, le fait que tout le monde soit concerné, et le fait que le phénomène se déroule sur un temps très long et qu'on puisse... Enfin, c'est un double facteur. Donc, c'est la première question. Et donc, du coup, si on revient à ce que vous avez dit, finalement, comprendre le comportement des acteurs, comprendre pourquoi ils agissent, on en vient à se dire, les acteurs vont essayer de tirer le meilleur parti de la situation. Et dans ce cadre-là, finalement, se trouver dans une situation où il est plus pertinent d'agir pour tirer soi-même le meilleur parti de la situation dans un moment donné, et peut-être faire ça contribue encore plus au dérèglement climatique. Et du coup, est-ce qu'on ne se trouve pas à l'échelle de la planète, une tragédie des communs, le commun étant les gaz à effet de serre émissibles et la biodiversité dont on n'a pas parlé. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans un système où finalement chaque acteur devant tirer meilleur parti du monde qui est face à lui, comme les Chinois par exemple, ce que vous avez expliqué, il va agir et son action va forcément aggraver le changement climatique. Il a plus intérêt à mettre son temps et ses ressources pour prendre des parts de gâteau que pour faire en sorte qu'il y ait encore du gâteau. Et donc du coup, de fait, à la fin, ce que j'entends par une tragédie des communs. Enfin, c'est la question que j'avais posée, ou en tout cas c'est la réflexion que je me faisais à la fin des deux exposés, et M. Valentin a répondu quelque part. Voilà. Ce que dit Jean-Michel sur les rizières. Ce qu'a dit Jean-Michel sur les rizières répond à votre question. C'est-à-dire que je pense par ailleurs qu'on ne peut pas faire une catégorie générale. Vous avez des responsables qui se disent c'est pas mon problème. Je vois à court terme et on verra après. D'autres qui se disent qu'il faut limiter au maximum, mais en même temps tirons parti. Enfin, c'est l'explication, je ne viendrai pas, que Jean-Michel a donné. Tirons parti de ce qui existe et limitons au maximum. Mais donc je ne pense pas qu'il y ait une course où chacun contribue à dégrader le climat en disant je prends ma part de marché et les autres prendront leur part de pollution. C'est pas. Il y a quand même une conscience collective du fait que ça pose problème et que il faut faire quelque chose, même si cette conscience n'est pas la même selon tous les pays. Mais je ne vois pas les Chinois dans les années au début du siècle se disaient ça, c'est-à-dire se disaient ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est quoi la légitimité du Parti communiste? C'est pas le matérialisme dialectique ou la pensée de Mao, c'est la croissance économique. Donc on ne va pas se mettre dans la lutte contre le réchauffement climatique parce que ça va obérer notre croissance économique et ça va délégitimer le Parti communiste. Maintenant, ils ont dit que la légitimité du Parti communiste était aussi affectée par les protestations de la population sur la mauvaise qualité de l'air, etc. Et par ailleurs, c'est l'avantage, si je veux dire, d'un État centralisé. Ils se sont mis à fond sur les énergies renouvelables et ils disent finalement il y a des moteurs de croissance dans le vert, quoi. Et donc les voitures électriques, ils vont créer 15 millions d'emplois dans les 5 ans qui viennent dans les énergies renouvelables. C'est quand même impressionnant, même à l'échelle de la Chine. Oui, en fait, alors, premièrement, en termes méthodologiques, moi, si j'avais une suggestion à faire, c'est que quand il est question de politique, de géopolitique, tout ce que vous voulez, supprimez « on ». D'accord ?
identifions les acteurs plutôt. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que ce qui sous-tend la question que vous avez posée, c'est qu'il y aurait une forme, quelque part, une instance de représentation de l'humanité. Eh bien, non, ça n'existe pas. D'accord ? Ça n'existe pas. Par ailleurs, vous évoquiez le problème de la rencontre entre le temps politique et le temps long de la géophysique. Or, l'immense surprise que crée le changement climatique, c'est que, en réalité, le temps géophysique est en train de devenir un temps court et qu'il y a une rencontre parfaitement inattendue entre l'ordre international et les sociétés contemporaines et la thermodynamique planétaire. D'accord ? Et le changement climatique, justement, cette espèce de scandale épistémologique et cognitif qu'il impose à tous et chacun, c'est que c'est un temps qui est en train de devenir court. Et là où il est possible de se dire que des mobilisations existent et peuvent avoir des effets, c'est ce qui s'est passé dans les années 90 avec la protection de la couche d'ozone et le traité de Montréal qui a permis une mobilisation des pays industrialisés, puisque c'était de là que venaient les émissions de gaz qui corrodaient la couche d'ozone. Les enjeux industriels derrière étaient énormes. Hein. Ça a été négocié dans la peine et la souffrance, le traité de Montréal. Mais il y a déjà des points d'appui de mobilisation du système westphalien face à un problème planétaire. Alors, celui qu'on se paye aujourd'hui, il est systémique. Il est très compliqué. Maintenant, les mobilisations politiques face à des questions comme vous l'évoquiez, Pascal, la vie et la mort collective, c'est tout à fait possible. Il en reste deux, donc je vous suggère de prendre les deux à la suite. Deux questions. Deux questions. Alors, deux questions, peut-être une rapide, parce que rapide. Alors rapide, c'est le paradigme. En effet, on change d'échelle, on est passé à la planète limitée et on se rend compte qu'on est dans une sidération complète. L'acceptation que le monde est clos est finie. Dans la probabilité d'une menace majeure, il faut que ça rentre dans le paradigme. Donc mais le risque majeur, c'est pas seulement le risque bioclimatique. On est sur une poudrière, puissance 10 Fukushima, c'est-à-dire qu'il y a 9 États qui ont des armes nucléaires. Mais il suffit d'un cyber-attaque massive avec détection erronée, avec des scénarios catastrophiques, pour que le War Games, qui était un film d'horreur, puisse devenir une réalité. Donc il faut hiérarchiser les menaces. Et il faut en effet que les mobilisations citoyennes agissent sur les politiques. C'est en cours, mais il faut faire encore un effort tous ensemble pour ramer en même temps dans la galère planétaire que nous sommes. Voilà, donc la bataille, c'est pas seulement les batailles d'experts. Ne noyons pas aussi la question, parce que nous avons eu, je fais juste une parenthèse, au niveau de l'emballement des centrales nucléaires françaises, il y a le rapport Rasmussen qui disait qu'il y avait 1 milliard de probabilités qu'une centrale puisse avoir un accident majeur. On a vu que depuis Tchernobyl et Fukushima, les experts mandatés et payés, monnayés, étaient une catastrophe en eux-mêmes. Donc soyons très vigilants aussi sur cette bataille. Merci. Question encore très courte. On pose les deux. Oui, comme c'est un problème systémique, en fait, le changement climatique, et comme vous avez dit que je suis entièrement d'accord, notre mode de vie ou notre mode économique planétaire, la globalisation, la libéralisation économique planétaire, on est dans le systémique. Quelles sont les stratégies pour changer ce système? Il me semble que ça passe par là, puisque les deux s'auto-exacerbent, en fait. C'est clair, ma question? Ouais. Une dernière question, je crois. Monsieur, je crois. Monsieur, et puis on s'arrêtera là.
Merci. Une question pour Monsieur Valentin. C'était juste une demande d'explication. Je n'ai pas compris le lien que vous avez fait entre la route de la soie et les questions climatiques. On a bien compris que la Chine se crée des opportunités de nouvelles routes pour effectivement drainer les ressources sur son territoire. La route de la soie, c'est peu en termes de marchandises. Certes, ça va raccourcir les délais en termes de livraison de marchandises, mais voilà, j'ai pas compris le lien que vous faisiez avec la question climatique. Très rapidement, la route de la soie, donc c'est la route de la soie, elle est composée de plusieurs segments. D'accord ? Un de ces segments, c'est en train de devenir la route du Nord. D'accord ? La route de la soie, comme tout ce que font les Chinois d'ailleurs, s'appuie sur tous les supports possibles, dont les effets du changement climatique dans le Nord. D'accord ? Par ailleurs, les autorités chinoises sont très conscientes que le monde est entré dans une phase critique et que une des nécessités pour s'adapter à cette phase critique, c'est d'accéder aux ressources qu'ils n'ont pas. Et la route de la soie est un des outils dans cette perspective. Par rapport Monsieur, c'était plutôt une intervention qu'une question, donc j'entends votre intervention. Par rapport à votre question, madame, je reviendrai à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une bataille d'opinion. On pèsera par l'opinion. Et l'intérêt de la période contemporaine, c'est que partout dans le monde, il y a les sociétés civiles. Partout du monde, il y a les opinions. C'est plus comme avant où il n'y avait qu'une petite partie de l'humanité qui pouvait s'exprimer, y compris dans les États autoritaires, il y a des sociétés civiles. Et donc, en fait, on ne gagnera cette bataille que par la mobilisation pour peser sur les gouvernements, parce qu'ils ne le feront pas d'eux-mêmes. Est-ce que vous partagez ce regard, M. Valentin ? Ce qui est intéressant, d'un point de vue stratégique, c'est le terme bataille. Véritablement, parce que... Alors, je serais peut-être plus nuancé sur la question de l'état des opinions, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des stratégies de captation des opinions. Et cette bataille pour la captation des opinions, elle se joue aussi dans le champ énergie-climat. Voilà. Très bien, écoutez, je vous remercie pour cette première séquence. Je vous invite